Hello! C'est la deuxième partie de ma tier list Romantaisie, donc cette fois-ci je me concentre uniquement sur la Romantaisie adulte. Vous le verrez dans ma précédente vidéo, dont je vais vous mettre le lien quelque part, la tier list qui concerne le young adulte, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et du coup je vous laisse tout de suite découvrir mon classement pour ma sélection adulte. Du coup, on va commencer avec des titres, je pense que vous avez déjà vu passer et ça va me permettre de vous en parler dès maintenant. Le premier, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros qui a eu beaucoup de succès. Moi, quand je l'ai lu, il était au tout début de son succès, on va dire il était sur la pente ascendante et après il a complètement explosé. Fourth Wing, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est obligée par sa mère d'intégrer une académie très très sélective. Et quand je vous dis très sélective, je vous dis il y a des gens qui meurent dans les épreuves d'admission pour devenir dragonnière en fait de l'armée. Et alors qu'elle voulait faire partie de l'armée, mais dans un... Enfin, faire partie de cette école très sélective, mais dans un autre cursus. Et c'est une jeune femme qui a surtout handicap qui s'apparente au syndrome d'Ehlers-Danlos. Et du coup, donc, elle a encore plus de bâtons dans les roues pour réussir les épreuves qui sont très physiques. Et en fait, elle va être mise face à un des autres étudiants qui est en fait le fils du chef des rebelles qui a été assassiné par la mère de l'héroïne. Donc ils sont censés être des ennemis jurés. Et du coup, l'héroïne, elle va devoir survivre non seulement aux épreuves, à l'enseignement, mais aussi à ce mec-là et à ses camarades. Donc voilà. L'idée, comme ça sur le papier, ça paraissait pas si mal. L'exécution est pas géniale. On est typiquement sur de la romantaisie où l'héroïne peut tout faire. Il n'y a pas d'enjeu vraiment. Il n'y a pas de... On sait de base qu'il va rien se passer de mal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Et en même temps, alors, je tiens à dire que je sais que la romance obéit à certaines règles, mais il y a quand même moyen de jouer avec ces règles. On peut suivre ce qu'on appelle des tropes, donc des clichés, des thématiques, des manières de faire, mais on peut aussi essayer de les réinventer et d'aller un peu plus loin, et là c'est pas le cas. Et du coup, donc Fourth Wing, moi je le trouvais pas terrible, donc je le mets dans les nuls. En plus, il me semble que l'autrice est sioniste, en tout cas elle est pro-militaire, ça c'est sûr, et du coup, bon, c'est pas forcément le genre de personne que vous voulez avoir sur votre table de chevet. Et du coup, j'ai jamais lu la suite et je pense que je la lirai pas parce que ça m'a pas méga intéressé. Le rebondissement de la fin était pas sensationnel non plus. J'aurais aimé qu'on ait plus de dragons. On n'en a pas tant que ça alors qu'ils sont censés être des dragonniers. Et ça c'est pareil, c'est un peu... c'est un peu pété quoi. C'est du cheat code comme on dit. Et ça j'ai un peu de mal. C'est le genre de choses qui m'intéresse pas vraiment. J'aime bien quand on a toutes les nuances de l'humanité et dans le sens où il faut que les personnages aient des défauts, il faut que les personnages aient des épreuves à surmonter, et là c'est pas le cas. C'est pas vraiment le cas et du coup c'est ça qui m'a un peu embêtée. Ensuite on a Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Alors celui-là c'est drôle parce que j'ai relu ma critique et a priori je l'avais bien aimé. En tout cas j'avais écrit une critique qui était plutôt pas mal. Pourtant avec du recul, moi j'ai l'impression de vraiment pas l'avoir aimé. Donc je suis dubitative, je vais le mettre dans moyen par dépit parce que je sais pas, mais voilà, l'histoire c'est une jeune femme qui est censée marier, alors elle vient d'un royaume où la vie est très difficile et en fait dans leur univers il y a un énorme pont qui relie tous les royaumes et c'est la seule manière de relier tous les royaumes, ils peuvent pas se visiter autrement. Et en fait, ce pont est gouverné par un roi. Et le père du coup de l'héroïne lui dit que c'est à cause de ce roi que son peuple est en train de mourir. Et donc l'idée c'est de la vendre en tant que mariée et qu'elle profite de sa position pour découvrir les secrets du pont et surtout le faire tomber. C'est pas ultra original,
Enfin, ça se lit quoi, c'est du divertissement mais sans plus. Et moi je l'avais trouvé même assez creux, enfin j'ai pas un super méga bon souvenir. L'idée était pourquoi pas intéressante, mais les rebondissements sont vus à 3 km, enfin dès la deuxième page on sait ce qui se passe. Ça c'est un peu dommage aussi, donc il y avait de l'idée, l'exécution pêchait. Je pense que je vais le dire beaucoup, mais là c'est le cas. Ensuite, on va se pencher sur le fameux Akotar, A Court of Thorns and Roses, une cour de roses et d'épines et de roses, pardon, de Sarah J. Maas. Je ne vais pas reparler de l'autrice en tant que personne, puisque voilà. J'ai voulu me faire un avis quand même sur son livre, en me disant elle a quand même eu un succès incroyable, donc ce serait dommage de ne pas voir ce que ça donne. Je comptais le lire avec beaucoup de mauvaise foi, je vais pas vous mentir. Et en fait, je l'ai abandonné. C'est une lecture que j'ai abandonnée parce que je l'ai abandonnée au bout de 50 ou 60 pages. Il n'y avait rien qu'à le style de l'écriture me plaisait absolument pas. L'intrigue est incohérente au possible en à peine 50 pages. Et en fait, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de t'infliger ça? Surtout pour une autrice qui te fait hérisser les poils. La réponse était non, donc j'ai arrêté. L'histoire quand même, histoire que vous sachiez de quoi ça parle, c'est une jeune femme qui grandit dans une famille assez maltraitante. En gros, son père et ses sœurs font rien et c'est elle qui s'occupe de faire tout pour les nourrir, les sauver, etc. Et donc notamment elle chasse pour qu'ils puissent manger à leur faim. Et un jour, dans une de ses parties de chasse, elle tue un loup. Et là, il y a une grosse bestiole qui arrive en disant « Hein, fallait pas tuer le loup, c'était mon ami ». Et la kidnappe. Et l'emmène dans son royaume en rétribution, en fait. Voilà, j'ai rien de plus à dire. On va passer sur la grande... Il y a deux grandes figures en romantasy qui s'affrontent, c'est Sarah J. Maas d'un côté et Jennifer L. Armentrout de l'autre, avec Le sang et la cendre. Celui-là, on va le mettre dans les nuls. Le sang et la cendre, c'est... j'ai même pas envie de vous dire le résumé de l'histoire, tellement vous allez voir à quel point c'est pété. Je sais pas pourquoi j'ai lu ça. Je crois que j'avais pas lu le résumé. Parce que c'était encore à une époque où je ne lisais pas les résumés parce que je considérais que c'était des spoilers. Ne me jugez pas. Et en fait, le postulat, c'est qu'on est sur une jeune femme orpheline qui est considérée comme la pucelle et qui, par son ascension, est censée sauver le royaume de je ne sais plus quoi. Sauf que dans sa garde, il y a un mec qui va... elle veut pas de ce destin-là. Elle aimerait s'en échapper, elle aimerait découvrir le monde. Et en fait, sauf que le monde extérieur est beaucoup trop dangereux pour elle et que du coup, son sacrifice, je sais pas quel terme... Je sais pas si on la tue ou plus, enfin je sais plus. Mais du coup... Elle veut s'échapper de ce destin-là, et dans sa garde, il y a un mec qui dit « Bah ok, moi je t'aide ». Et c'est leur histoire et les aventures qui vont en découler. C'est vraiment bordélique, le world building est vraiment très très compliqué, ça met du temps à se mettre en place, ça finit par se mettre en place, donc faut aller jusqu'au bout pour comprendre ce qui se passe et où l'autrice voulait en venir. Mais bon voilà, ça met du temps. Et surtout, ça a été ma première plongée dans la romantasy avec énormément de smut. Donc le smut, ce sont les scènes érotiques. Ça me fait penser que je vous ai pas dit sur les précédents si on avait beaucoup ou pas. On refera un point dessus juste après. Et en fait, j'avoue que c'est une de mes premières lectures, Le sang et la cendre. Et en fait, je suis restée abasourdie par le nombre de scènes qu'il pouvait y avoir. C'est plus de la littérature érotique à ce niveau, c'est au-delà quoi. Donc, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ce genre de scène, c'est vraiment pas le genre de titre qu'il faut avoir. Pareil pour A Court of Thorns and Roses, je suis pas allée jusqu'aux scènes, donc il y en a pas dans les 50 premières pages. Mais je sais qu'il est très lourd à ce sujet. Dans Le Pont des Tempêtes, je crois que ça arrive à partir du deuxième tiers, un truc comme ça. Dans Fourth Wing, pareil. Mais c'est des scènes qui sont très longues et qui sont un peu très gênantes aussi. Elles sont pas méga bien écrites, donc c'est très présent. Là, vous pouvez considérer qu'on rentre dans la fantaisie adulte, il va y avoir quasiment tous les romans contiennent du sexe dans plus ou moins grosses proportions. Je vais prendre j'avais fait un petit tracker, j'essaierai de vous dire hein, si j'arrive à m'en rappeler, s'il y en a beaucoup ou pas, mais partez du principe qu'à partir de ce moment-là, il va y en avoir. Et si c'est pas votre truc,
Il y en a qui sont très gentils, des autrices qui sont très gentilles, elles mettent leurs scènes bien rangées dans un petit chapitre, comme ça, s'il vous plaît pas, vous le dégagez. Et puis il y en a d'autres, elles sont complètement chaotiques, elles mettent ça toutes les 50 pages et à des moments complètement aberrants. Donc bah, vous tombez dessus, vous faites bah ok, merci. Et du coup, bon, bah voilà. Ensuite, on a The Serpent and the Wings of Night de Clarissa Broadbent. Elle, c'est pareil, l'autrice, c'est pas une très... Bon, elle est un peu sioniste. Et là, on est sur l'histoire d'une humaine qui a été adoptée par le roi des vampires. Et en fait, pour prouver sa valeur, elle est envoyée dans un comment dire, un jeu légendaire, un peu à la Hunger Games, où elle va devoir affronter plein de vampires. Et elle va y rencontrer Rain, qui est en fait un allié complètement improbable. Il lui propose de faire alliance avec elle pour avancer dans la compétition. Et puis il y a des petits rebondissements de situation. Celui-là, je l'avais bien aimé. Je l'avais bien aimé parce que bon, ça reste de l'hétéro lambda, quoi. Mais il y avait... je trouve que l'antagoniste était vraiment très intéressant. Pour le coup, il était vraiment très morally grey. Je trouvais que ce traitement était plutôt bien fait. J'ai bien aimé la manière dont c'était tourné. Le reste n'était pas, franchement, bon, c'était un peu... Ça se lisait bien, mais sans plus. J'ai lu la suite, que j'ai pas mise là. J'ai pas mis le deuxième... j'ai lu la suite que j'ai abandonnée. Parce que je crois que j'ai découvert à ce moment-là que l'autrice était sioniste. Et le deuxième tome me blasait. Franchement, je m'ennuyais en fait à mourir. Du coup, je l'ai abandonné. Je me suis arrêtée là. Mais le premier tome était assez prometteur, donc je m'étais dit, voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a Anathema. Ça, c'est archi nul. Ça dégage. Anathema de Keri Lake. L'idée, c'est... J'ai l'impression de dire toujours la même chose en phrase d'introduction, j'en suis désolée. Donc l'histoire, il s'agit d'un... On est dans un monde, en fait, où... c'est un monde très sombre, c'est très dark fantasy. Et il y a un village qui est situé à l'orée d'un bois, qui est vraiment un bois maudit. Toutes les personnes qui y rentrent n'en ressortent pas, et du coup c'est le bois que les villageois ont décidé... Enfin, c'est l'endroit où les villageois décident de bannir ceux qu'ils veulent bannir de leur communauté. Et par un concours de circonstances, notre héroïne, justement, se fait bannir dans ces bois. Et elle va se rendre compte qu'il y a un monde au-delà du bois. Ça fait un peu penser au film Le Village, mais pas du tout dans la même ambiance. Et du coup, donc voilà, et en fait, elle va rencontrer surtout un assassin qui est après elle, parce que d'après une prophétie, le sang de cette héroïne serait la seule manière de guérir la malédiction de l'assassin. Et alors, j'ai beaucoup de choses à dire, il y a vraiment rien qui va. Alors, j'aimais beaucoup l'ambiance, je trouvais... Enfin, tout est relatif, hein, c'est pas non plus super chouette, youpi tralala. Mais j'aimais bien cette ambiance un peu sombre, ce village un peu sectaire, le fait de devoir essayer de s'en sortir. Sauf qu'en fait, c'est du trauma porn. Donc ça veut dire qu'il y a des mentions d'agression sexuelle régulières. L'héroïne échappe à plusieurs scènes de... Voilà. C'est... Ça, ensuite l'autrice au tout début du livre, c'est elle qui fait un petit mot en disant « Alors, il n'y aura pas trop de romance, on est plus sur de l'intrigue. » Elle ment tellement fort, déjà il n'y a pas d'intrigue pour commencer, et en plus, bien sûr que la romance prend le pas sur le reste, faut pas faire ça, faut pas promettre des choses et pas les... Enfin non, faut pas faire ça. Et du coup, donc ça m'avait un peu énervée. Ça m'avait énervé aussi qu'on nous vende ça, donc une romance qui n'est pas censée être le point principal de l'histoire, et ce qu'on appelle un slow burn. Donc slow burn, c'est quand ça prend tout son temps. À partir du moment où l'assassin rentre dans la chambre de l'héroïne, et la première fois qu'il la voit endormie, il a... Je vous fais pas un dessin, je vous ai juste fait un signe, donc vous en déduisez ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas un slow burn, hein. C'est complètement autre chose. Et du coup, voilà, ça donne le ton du livre et flemme. Vraiment nul. J'ai détesté aussi le fait que le point de vue de l'héroïne soit à la première personne et le point de vue du mec soit à la troisième personne pour zéro raison. Je comprenais pas ce qu'elle faisait. Enfin, nul. Et en plus, c'est une brique. C'est une brique énorme et il y a un deuxième tome. Bon, j'ai pas lu le deuxième tome, comme vous
pouvez l'imaginer. Du coup, voilà, donc on va rester là-dessus. Mais dans les ambiances sombres, je vais pouvoir citer Juniper and Thorn de Avaride. Et alors, Avaride, c'est un peu la chouchou de Bookstagram, mais je pense que c'est assez mérité. Je la mets pas sur un piédestal comme beaucoup d'autres, mais je pense que c'est mérité dans le sens où Juniper and Thorn, j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit Marlene Shen, qui est une jeune femme qui vit avec ses 2 sœurs dans la maison paternelle. Et en fait, elle y est recluse. Le père veut absolument pas qu'elle sorte de la maison et que ses sœurs non plus. C'est les 3 dernières sorcières d'une lignée de sorcières qui est bientôt éteinte. Et en fait, le père utilise leur pouvoir pour se faire de l'argent, se faire de la thune. Et les 3 sœurs, évidemment, c'est des jeunes femmes, donc au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué de vivre toujours enfermées entre 4 murs. Donc elles décident de s'échapper et d'aller en ville voir un spectacle. Et Marlene Shen va tomber en admiration devant un danseur. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va commencer à y avoir plein de choses qui vont découler. C'est très sombre. C'est vraiment très très sombre. Ça parle de maltraitance familiale, intrafamiliale. Ça parle de mal-être aussi. Ça parle de beaucoup de choses, d'emprise, c'est très bien fait. C'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé que j'étais oppressée pendant ma lecture tellement c'était bien fait. Et franchement, quand je lis ce genre de choses, moi je ne peux être qu'admirative de la plume de l'autrice. Je le mets pas dans parfait parce que, quoique maintenant avec du recul, j'ai envie de le mettre dans parfait. C'est ça qui est marrant, c'est quand vous jugez un livre juste après l'avoir lu et que vous le jugez quelques mois plus tard, votre avis peut avoir un peu basculé. Et là, c'est le cas. Je pense que je vais le mettre dans parfait ou presque, parce que... Mais mets-toi au bon endroit quand même. Mais pourquoi tu le veux pas? Il est cassé. Ah, attendez. Mais bon. Et du coup, avec un peu de recul, je sais pas s'il est vraiment parfait, mais j'avais vraiment... Enfin, c'est une lecture qui m'a vraiment marquée et... il va dans le top. Ensuite, on a The Hurricane Wars de Tia Gwanzon. Ça, je vous en ai déjà parlé. À la base, c'était une fanfiction entre Kylo et Ren, donc le 3e duo de personnages principaux de la dernière trilogie Star Wars. C'est très long à dire. Et en fait, donc ça a été réécrit par l'autrice pour que ce soit complètement séparé de l'univers Star Wars, vu qu'elle n'a pas les droits là-dessus. Et j'avais bien aimé le premier tome, même si j'avais eu beaucoup de mal avec le fait que ce soit ce qu'on appelle une colonizer romance, donc une romance entre un colonisateur et un colonisé, une colonisée dans l'occurrence. Mais il y a quelque chose... Enfin, il y a des rebondissements, il y a des choses qui sont intéressantes, c'était bien écrit, c'était bien pensé. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se situe dans un univers très proche de l'Indonésie actuelle. Et en fait, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était un des meilleurs enemies to lovers que j'ai lu parce qu'il était vraiment... Pour le coup, c'est vraiment des ennemis. Et la bascule dans leur relation est vraiment très bien faite et assez intelligente. Et pas complète. Enfin, c'est psychologiquement assez compréhensible, on va dire. Du coup, je vais le mettre dans moyen, parce que j'avais bien aimé, mais je suis quand même gênée par cet aspect colonizer romance. Et le tome 2 qui s'appelle le Monsoon Rising, celui-là par contre je le mets dans nul, parce que pour le coup je l'ai abandonné à 60%, c'est que du smut. C'est que du smut, l'intrigue est complètement mise à la trappe, je voyais absolument pas l'intérêt, donc ça part à la trappe, littéralement, ça dégage. Bah non, je vais le mettre dans abandon, pardon, je l'ai pas terminé. Donc il va aller là-dedans. Ensuite on a The Book of Azrael. Ça c'était archi nul. Je me souviens même plus de l'histoire. Je sais que c'était juste très nul. Ah si, c'est un dieu qui doit retrouver un bouquin pour faire je sais plus quoi. Et une vampire qui veut aussi retrouver le bouquin. Je sais plus. Et évidemment, ils vont se retrouver à... Au début, ils sont en bisbille, puis après, ils se font des mamours. Et bref, c'était vraiment pas ouf.
Dance of Lies de Britney Arena, ça c'était très très chouette. Je vais me mettre dans très bien. L'histoire, c'est une jeune danseuse qui se retrouve accusée à tort d'un meurtre. Et en fait, elle est envoyée en prison. Et à la base, elle était la favorite du roi, et du coup, elle est envoyée en prison pendant plus de 2 ans. Et le roi finit par la sortir de prison et lui dit que elle peut obtenir son pardon si elle devient espionne pour lui à l'occasion d'un événement qui se passe une fois tous les 3 ans et qui est du coup comme un événement, un genre de sommet entre plusieurs nations. Et en fait, elle doit aller espionner pour le roi. Et le problème, c'est que ces 2 ans de captivité ont eu un très lourd tribut sur son corps, la laisse handicapée. Et donc en fait, le roi la laisse absolument pas, lui laisse quasiment pas de temps de se remettre de tout ça. Et il va falloir qu'elle compense en fait la diminution de ses capacités physiques avec d'autres choses, notamment sa créativité. Et j'avoue que le seul truc qui m'a un peu gênée, c'est qu'on est un peu dans un discours de quand tu veux, tu peux. Parce que du coup elle est très handicapée, elle a des douleurs chroniques, elle est très fatiguée, mais elle arrive quand même, comme par hasard, à faire toutes ses danses et à faire toutes les épreuves qu'on lui demande. Alors il y a sa vie qui rentre en jeu, donc peut-être qu'il y a ça aussi qui explique que... Mais en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était peut-être... Autant c'était très bien amené tout au début, autant sur la fin ça commençait à être un petit peu... Bon, moi je suis fatiguée mais je danse quand même. J'étais bon... Est-ce que ça demandait peut-être un peu plus de recherche? Je ne sais pas. L'autrice est concernée, a priori, elle a pas mal de troubles, donc c'est pas ma place de dire que c'est pas qu'elle a tort. C'est juste en tant que lectrice, moi ça a été un peu plus... J'aurais peut-être aimé un peu plus de subtilité ou de cohérence en tout cas tout au long du récit. Et ça j'ai cru jusqu'à la fin que c'était un seul tome, mais en fait non, c'est une duologie, donc il va falloir que j'attende la suite puisque le premier tome est sorti en juin 2025 en anglais. Je sais pas s'il est prévu, si une traduction est prévue, mais je sais que je vais devoir attendre longtemps pour la suite, donc voilà. Mais sinon, c'était plutôt pas mal. Après, on a White Horse Black Knight. Ça va dans archi nul. Et ça va même dans dangereux. Ça, c'est impossible. Ça, fallait pas l'éditer, hein. Il fallait pas l'écrire non plus, hein. On est sur une histoire encore de mariage arrangé. C'est une jeune femme qui doit quitter la maison dans laquelle elle a été enfermée toute sa jeunesse pour aller marier le roi. Et en fait, pour répondre à leur religion, à leurs coutumes, il faut qu'elle traverse le pays à dos de cheval, toute nue. J'ai été cavalière pendant 12 ans. Alors je suis jamais montée toute nue à cheval, mais je pense que j'ai bien fait parce que même avec une selle, c'est compliqué. Donc j'imagine accrue sans sous-vêtements et sans vêtements, mais quel enfer. Du coup, donc ça, première chose qui est absolument pas réaliste. Je sais pas d'où sort l'héroïne pour ne... Enfin, il n'y a rien qui va. Et du coup, donc elle se fait escorter par un mec qui s'appelle Wolf, donc littéralement loup. Et le mec, il a pas du tout envie d'être là, il veut pas être babysitter, lui il veut aller chasser des grosses bêtes. Je vous dis ça comme ça parce que c'est littéralement ce qu'il dit. Genre, ouais, il y a un gros ours qui fait des dégâts dans le nord du pays, pourquoi je suis pas en train de le chasser plutôt que d'escorter la nana? On se demande, j'aimerais bien moi aussi que tu ailles chasser l'ours. Enfin non, l'ours il t'a rien fait, mais j'aimerais bien que tu partes, parce que comme ça il y aurait pas d'intrigue et ce serait beaucoup mieux. Et c'est pas la seule chose qui est nulle. Le fameux garde a un odorat très développé. Du coup, je vous le donne en mille. Il arrive à savoir si une femme est encore vierge. Je rigole nerveusement. C'est dangereux. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu plein... Enfin, il y avait des moments, donc il parle de virginité, il parle de sexe, etc. Et dans la manière de raconter les choses, on est en mode... Mais... Et j'ai vérifié, ça a été publié en 2023. Et j'étais... Qui, en 2023, peut encore croire aux légendes urbaines concernant un paquet de trucs? Bref. Et il y a aussi une scène qui est complètement hors sol. Elle manque de se faire agresser, puisque forcément elle est toute nue, et du coup, les autres mecs, ils sont en mode en chien. Et elle manque de se faire agresser. Lui, il la sauve, et puis ensuite, il nique, quoi. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Désolée, il faut arrêter de faire ça. Donc ça c'est dangereux, il n'aurait pas fallu l'éditer, je vous conseille absolument pas de le lire, c'est vraiment un enfer. Ensuite on a The Choosing Chronicles de Hélène Ergalia. Alors celui-là je vais le mettre dans nul. Celui-là je me suis fait avoir.
Je me suis fait avoir comme une bleue. L'autrice est très douée en marketing, plus qu'en écriture, et du coup, elle a vendu son livre avec une phrase qui me donnait pas mal envie, qui faisait croire que c'était plutôt le mec qui était le damoiseau en détresse, et la meuf qui était l'héroïne avec des gros muscles. Donc je me suis dit, oh cool, on change un petit peu les choses. Moi j'aime bien. Et donc j'ai voulu le lire, et en fait le début était assez marrant parce que c'est un Love is Blind au pays des fées. En gros, tous les 10 ans, ils font un jeu télévisé de rencontres à l'aveugle pour que les enfants de la haute noblesse puissent trouver leur premier et leur promise. Et comme ça permet aussi aux gens de la petite société de pouvoir monter en grade. Et du coup, voilà, donc ça c'était assez marrant parce que du coup, donc, l'héroïne y va avec une idée de vengeance derrière la tête. Donc son idée, c'est de séduire une certaine personne. Et de l'autre côté, on a un prince qui, lui, il y va parce que c'est son devoir, quoi, mais il s'attend pas à trouver quelqu'un de génial. Et en fait, il tombe sur cette femme qui est incroyable. Et du coup, donc ça c'était plutôt sympa. Et en fait, ça plonge complètement. Le format que j'ai choisi en plus c'était l'intégrale parce que c'est une duologie à la base. Et du coup, moi j'en avais un peu marre des duologies. Je me suis dit, il y a l'intégrale, je vais la lire. Et en fait, dans l'intégrale, ils intercalent une novella sur un genre de spin-off sur la grande méchante de l'histoire. J'en avais rien à faire. Donc j'ai sauté cette partie, je ne l'ai même pas lue, ça m'intéressait absolument pas. Et en fait, le deuxième tome est nul, vraiment, enfin, l'héroïne qui avait un petit peu de, voilà, qui était assez bagarreuse dans le premier tome, elle devient complètement le mec, il est d'une mauvaise foi, il y avait rien qu'à aller. Et en fait, à la fin, l'autrice dit qu'elle a passé son temps à pleurer dans l'écriture de son second tome, et en vrai, ça se voit. Ça se voit parce qu'on sentait qu'elle écrivait des choses juste pour se faire pleurer. Et voilà, donc ça c'est pas du tout une réussite, il faut pas faire. Ensuite on a The Veil Kingdom d'Oli René, celui-là je l'ai mis dans archi nul. Je me souviens plus trop de l'histoire, je sais qu'il y a une nana qui a des pouvoirs qu'il faut qu'elle les cache et du coup elle se barre, elle rencontre un mec qui a une idée derrière la tête et ils vont essayer de renverser un royaume, un truc comme ça. Et en fait, hétéro, toxico possible et vraiment rien d'intéressant, rien à sauver. Ensuite, on a The Scarlet Veil de Shelby Mahurin. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rendez compte que j'ai déjà lu un roman de Shelby Mahurin un peu plus tôt. The Scarlet Veil, je vais le mettre dans moyen. Moyen, pas très bien, moyen. The Scarlet Veil, je l'ai commencé en me disant « Damn, c'est pas courant qu'on nous envoie comme ça dans le feu de l'action sans rien nous expliquer à l'univers. » Alors là, épaté. Il fallait que je fasse l'effort, quoi, de comprendre de quoi on parlait. Et je me disais, c'est vachement... Enfin, moi j'aime bien. On est du coup avec Célie, qui est une jeune femme qui, a priori, a vécu des trucs bien durs avec ses coéquipiers. Et elle souffre d'un énorme PTSD. Et en fait, elle est très maternée par son fiancé et par ses amis. Et pour leur prouver qu'elle est encore la personne qui a combattu je sais plus si c'était une guerre ou quoi, mais elle a combattu et elle en est sortie victorieuse, pour leur prouver qu'elle est encore cette personne, le jour où en fait on se rend compte qu'il y a un serial killer qui sévit, elle décide de mener l'enquête et de poursuivre le serial killer en question. Et elle va se retrouver en fait dans un royaume qui est du coup le royaume des vampires. Je me suis rendu compte que c'était un spin-off après ma lecture. Mais a priori ça m'a pas dérangée puisque j'ai bien apprécié, donc voilà. J'ai bien aimé, c'est une revisite assez classique du vampire et de l'humaine. En vrai c'était pas mal, ça allait pas trop loin non plus, mais je trouve ça plutôt pas mal. Ça faisait du bien de sortir un peu des fées parce que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de romances avec des fées. Ça faisait du bien de sortir un peu de ça et du coup ça faisait du bien de renouer un peu avec les vampires. Donc voilà, je le mets dans moyen, c'était une bonne surprise, c'était pas exceptionnel mais c'était une bonne surprise. Et du coup si comme moi vous n'avez pas lu les précédents, ça se lit quand même. C'est pas grave.
Du coup, voilà. Ensuite, on va aller... Alors, celui-là, il est particulier. Ça s'appelle Les Noces d'ombre et de fumée. C'est écrit par Olivia Gomez, qui est une autrice française. Et je la mets dans la romantaisie parce qu'il est catalogué en tant que tel. Mais pour l'avoir lu, pour moi, c'est pas une romantaisie. La romance n'arrive quasiment jamais. Elle est mentionnée qu'à la toute fin et encore. C'est l'histoire d'un mariage arrangé, mais il y a... Dans toutes les autres histoires de mariage arrangé, vous avez quand même une attraction entre les deux. Il y a un truc qui se passe. Là, pas du tout. Ils se détestent vraiment beaucoup. On est dans un monde où, en fait, les femmes sont choisies pour donner naissance à des enfants mages. Et si les enfants sont des garçons, les femmes meurent en couche. Du coup, elles sont sacrifiées. Et en fait, on est dans cet univers-là où Priya, du coup, va se retrouver mariée de force à un mec qui est l'héritier de la magistrature. Et du coup, il y a tout un discours sur le fait de, comment dire, de contrôler son corps, donc le droit à l'avortement. Et on va pas se mentir, je suis pro-choice, je suis pour le droit à l'avortement, et pour moi c'est inaliénable. Mais on est dans un roman qui ne parle que de ça, qui va vraiment très très loin dans sa manière d'en parler, et j'ai trouvé ça... Je pense que t'es pas obligé de parler d'avortement pour être féministe. Et voilà, c'est censé être une romance féministe, mais féministe wear. Parce que du coup, Priya a grandi dans une sororité et en fait, elle veut, c'est en se mariant avec ce mec-là qu'elle veut sauver sa sororité. Elle parle jamais de sa communauté. Et les seules femmes qu'elle rencontre dans l'entourage de son mariage, c'est des femmes qui soit meurent, soit qu'elles critiquent. Donc il n'y a aucun féminisme en fait. Il y a des takes transphobes, il y a des takes homophobes, enfin il y a un paquet de trucs qui va pas du tout. Et Priya du coup est une jeune femme à la peau dorée tant par le soleil que par les origines, je cite. Et du coup c'est dans un monde qui est censé être sans racisme, mais en fait il y a... La manière de voir les choses, bon, enfin voilà, c'est pas exempt de racisme, c'est... Il y a plein de choses qui vont pas, et du coup, c'était très compliqué, et pour le coup, c'est pas une romantaisie, parce que la romance arrive qu'à la fin, comme un cheveu sur la soupe, et il y a rien qui a été construit pour aller jusque-là. Et du coup, voilà, donc c'est particulier, je vais le mettre dans les nuls, et faites-vous votre avis si vous voulez, mais moi je trouve que c'était pas la réussite de l'autrice, vraiment pas. Ensuite, on a Five Broken Blades. Si je pouvais résumer en une seule phrase, ce serait Ocean's 11, mais make it régicide. L'idée, c'est d'aller tuer un roi et de faire une équipe des meilleurs dans leur partie. Il y avait de l'idée. L'exécution pêche. Parce qu'on a 6 points de vue différents et c'est très très ambitieux. Du coup, toutes les voix finissent par se ressembler à un moment ou à un autre. On a 3 couples en même temps. Qui ont une... Bah voilà, c'est pas facile ça non plus. L'intrigue aurait pu être chouette, mais il y a des choses qui sont pas très cohérentes. Enfin, genre c'est des personnes qui sont censées se méfier de tout et tout le monde et elles sont méga amies au bout de 3 nuits. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Et l'intrigue est pas... Enfin, j'avais vu le rebondissement quasiment dès le début. Donc voilà, je suis un peu dubitative là-dessus. Ensuite, on va aller sur alors, A Court This Cruel and Lovely de Stasia Stark. Celui-là, je crois que je l'ai mis dans moyen. Je sais plus exactement de quoi ça parle. Attendez, je reprends mes petites notes. Une femme poursuivie pour ses pouvoirs magiques s'allie à un mercenaire au lourd secret. J'ai l'impression de vous avoir dit 3 fois cette chose-là. Bon, ça va pas méga marquer. Je sais que ça avait été moyen. Je sais surtout que j'avais lu le deuxième, et le deuxième était horrible. A Kingdom, This Cruel... Ah si, ça y est, je commence à me rappeler. A Court is Cruel and Lovely. Du coup, donc, elle rencontre un mercenaire qui cache un lourd secret. Et en fait, le plot twist, il est à la fin. Et moi, je l'avais vu venir. Je pense que tout le monde le voit venir. Et du coup, les deux se... Comment vous dire ça ? Les deux s'allient dans une espèce de... haine-amour,
Et en fait, du coup, il y a un deuxième tome qui s'appelle A Kingdom This Cursed and Empty. Et je vous confirme que c'est Cursed and Empty. Je l'ai mis dans archi nul, voire dangereux, parce que c'est l'apologie de la violence conjugale. Il y a un moment donné où l'héroïne énerve tellement le héros qu'il a envie de la prendre par les épaules et de la secouer jusqu'à lui en faire claquer les dents. C'est pas romantique ça, hein. Ensuite on a quoi d'autre? Dès qu'elle se fait approcher par un autre mec, il est dans une jalousie complètement frénétique. C'est absolument pas romantique ça non plus. Ça c'est très dangereux en fait. Il faut arrêter de penser que c'est super sexy quand les mecs sont en mode ma femme. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça c'était vraiment pas génial. Je crois que le premier était bon, ça allait, mais le deuxième, vraiment pas du tout. Et du coup voilà. Donc ça, à éviter. Ensuite, on a Aisling de... j'ai perdu les premières syllabes, mais Jürgen. Ça, c'est une jeune femme humaine qui est envoyée aux fées, et oui, encore, pour en gage de paix. Et du coup, en fait, elle va découvrir tout un univers qu'elle connaissait pas, et surtout, elle va se rendre compte qu'on lui a menti pendant des années. Et ça allait, ça. Ça allait. Moyen, on va le mettre dans le moyen. Ça allait, je m'étais dit, j'avais adoré la couverture, je la trouvais très belle, et en vrai, c'était pas... L'écriture, ah si, je me souviens d'un truc, l'écriture est très particulière, c'est très très poétique et très travaillé, comparé à d'autres romantaisies qui peuvent être un peu plus modernes, et pourquoi je fais des guillemets vers moi? Modernes, et qui peuvent être un peu plus faciles à lire. Là, ça demande un peu plus de... Ça met une ambiance du coup, c'est très lyrique et j'avais trouvé ça plutôt cool. Il y a un deuxième tome, je me suis pas lancée, peut-être que je me lancerai parce que c'était pas si mal, mais voilà, donc ça allait. Après on a The Wolf and the Woodsman d'Avarid. Alors celui-là, je vais le mettre dans très bien, même si... C'est le premier roman d'Avarid et ça se voit que c'est un premier roman, je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est le genre de roman où on sent qu'il y a un énorme potentiel, mais on sent aussi qu'il y a besoin d'un peu plus de maturité pour que ça aille jusqu'au bout. Maturité que j'ai retrouvée dans Juniper and Thorn, donc pour moi, la boucle est bouclée. The Wolf and the Woodsman, on va suivre Evike, qui est une jeune païenne, je crois que c'est ça le terme, parce que je l'ai lu en anglais, donc j'essaie de vous faire la traduction en temps réel, mais c'est pas évident. C'est une jeune païenne et surtout son père est Yehudi. Et en fait, ça s'inspire très clairement des origines juives. Et en fait, du coup, les Yehudis sont très mal vus dans le royaume où elle vit. Et c'est surtout la seule païenne qui n'a pas de pouvoir. Et un jour, donc les gardes du royaume viennent piocher dans le village une païenne pour pouvoir l'emmener voir le roi. Et le village décide de sacrifier Evike. Et du coup, donc, Evike se retrouve escortée par les gardes royaux jusqu'au royaume, mais sur le chemin, ils se font attaquer par une grosse bestiole. Tous les gardes meurent, sauf un, qui s'appelle Gaspard, et qui se révèle être, je crois, le neveu du roi, un truc comme ça. Et du coup, en disgrâce, quoi. Et en fait, ils vont se rendre compte que maintenant qu'ils n'ont plus aucune ressource, il va falloir qu'ils comptent l'un sur l'autre pour pouvoir survivre. Et c'était plutôt chouette, hein. L'ambiance, moi, c'était sombre, c'était bien écrit, la mythologie était impressionnante, enfin, il y a beaucoup de choses très très intéressantes qui étaient vraiment... C'était vraiment un très très bon... J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Gaspard, qui est un homme, mais qui souscrit pas tellement au cliché du héros masculin. Il est un peu plus dans la douceur, la vulnérabilité, et ça fait du bien, ça change. Après, j'ai pas trop cru à leur relation. Il y avait un truc pour moi qui cliquait pas. Ça, j'avais eu un peu de mal. Et c'est pour ça que ça avait un peu fait baisser ma note, parce que je trouvais qu'il y avait énormément de potentiel, mais c'était pas à son meilleur non plus. Mais c'était vraiment... j'avais beaucoup aimé, hein. C'était vraiment très bien. Du coup, voilà, je me rends compte que vous voyez qu'une partie de l'écran depuis tout à l'heure. Est-ce que je peux dézoomer? Attendez, attention, c'est là que vous allez voir que je suis. Voilà. Je suis pas très douée, hein. Ouf, c'est encore pire. Et écoutez, on va rester là-dessus et puis on va voir ce que ça donne.
De toute façon, je vais vous mettre les couvertures en grand, donc vous les verrez un peu mieux. Ensuite, on a Quicksilver de Cali Art. Ça, c'était nul. C'était nul. J'avais bien aimé un seul truc, c'est que du coup, Quicksilver, c'est le mercure. Et en fait, tout le principe de la magie se base sur le mercure. J'avais trouvé ça assez intéressant. Mais sinon, le reste, vraiment très nul. Pas très bien écrit, l'histoire était bof, donc voilà. Frost, je vais pas vous mentir, je m'en souviens absolument pas. J'étais obligée d'aller lire un résumé. Et en fait, le résumé me dit que c'était The Bachelor, version fée. Et du coup, je me suis dit, ah ok. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment très nul. Donc, je vais vous le mettre dans archi nul parce que je m'en souviens même pas. Mais bon, l'idée aurait pu être intéressante, ça aurait pu être marrant, mais non, ça l'a pas fait. Après, on a Kingdom of the Wicked de... Je vais bouffer son nom, donc je vais pas le dire. Lui, c'est une jeune femme qui découvre un matin le cadavre de sa sœur et qui décide de poursuivre son tueur. Et en fait, dans son enquête, elle va rencontrer un des princes des enfers qui s'appelle Wrath, donc la colère. Et il va lui proposer de s'allier parce que lui aussi il cherche un tueur et il pense que c'est le même. Et du coup, donc, ils vont s'allier et elle va se rendre compte que tout ce qu'on lui avait dit sur les princes des enfers, c'était pas vraiment vrai. C'était divertissant, c'est pas exceptionnel, mais j'avais passé un bon moment, ça m'avait posé le cerveau, je vais mettre ça dans moyen. La suite est du même acabit, donc voilà, c'est une trilogie. J'avoue, je sais... Avec du recul, aujourd'hui, je pense pas que je pourrais lire les trois, mais à l'époque où je l'ai lu, c'était pas mal. Le début m'avait auguré d'une histoire très sombre et du coup j'étais assez impressionnée, assez intriguée et ça avait fini par... c'est le genre d'aspect qui tombe un peu par la suite, donc ça c'est un peu dommage. Et c'est exactement la même chose pour Fantasma. Fantasma, on est là... Alors là c'est deux sœurs qui vivent ensemble et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et en fait, y a un événement récurrent qui est du coup Fantasma qui se déroule dans leur ville. C'est organisé par des diables et devils. Et en fait, un matin, la sœur de l'héroïne disparaît. Et l'héroïne se doute qu'elle a dû vouloir intégrer Fantasma. Donc elle décide d'y aller elle aussi, sauf qu'elle est vraiment pas très courageuse, elle a très peu confiance en elle. Et elle se retrouve, malgré elle, prise dans le jeu. Et en fait, là, elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va s'allier pour pouvoir dépasser les épreuves. Et du coup, au début, c'est très très sombre. C'est une ambiance qui est très angoissante. Mais ça tient pas ses promesses. Dans le sens où ça finit par plonger. Ça devient beaucoup moins inquiétant parce qu'on sait qu'en fait, elle va se faire sauver à chaque fois. Il y a à partir du moment où la romance prend le pas, bon alors là on oublie tout, enfin ça devient limite parc d'attractions, machin. Et je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, si tu veux mettre une ambiance comme ça, essaye de la tenir jusqu'au bout. Ça peut être très glauque, un peu comme dans Juniper and Thorn, c'est quelque chose qui est glauque, qui est pas très à l'aise, enfin c'est pas agréable on va dire, mais ça a du sens. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on va pas jusqu'au bout du principe ? Assumer. En parlant d'assumer, j'assume pas du tout le prochain. Celui-là, franchement, c'est réservé aux professionnels. Si vous n'aimez pas la romantisme, si vous n'aimez pas la biclite, ne lisez pas Blood of Hercules de Jasmine Mas. C'est vraiment quelque chose que je peux décemment pas le conseiller à n'importe qui. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Là on est dans un monde qui revoit la mythologie, mais alors si vous êtes passionné de mythologie, je vous en supplie, fermez les yeux sur ce bouquin parce qu'il n'y a rien qui va. L'autrice a vraiment décidé juste de prendre des noms et des fonctions et de faire sa popote avec. Donc on est dans un monde où en fait il y a des dieux et notamment des Spartes, des Spartanes, donc des Spartes, et ils ont des pouvoirs. Et la jeune femme, l'héroïne, jusque-là pensait qu'elle était juste une orpheline lambda, et en fait on se rend compte que non, elle a du sang Sparte dans les veines, et notamment qu'elle est Hercule. Et du coup donc elle va rejoindre l'Académie des Spartes,
avec d'autres Spartes. Et en fait, c'est là où elle va rencontrer des figures très connues, genre Achille, Chiron, qui s'appelle pas comme ça, il s'appelle Chaéron, un truc comme ça, enfin bref. Et du coup, vraiment, le lisez pas parce que l'autrice, elle est ce qu'on appelle unhinged, c'est-à-dire que c'est vulgaire comme pas permis, elle est vraiment... On sent qu'elle s'éclate, mais je pense qu'il faut vraiment être... Faut savoir qu'il faut le lire avec le 12 millième degré. Ouais, c'est... La fin est... Oh, quand on voit la fin, on est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis quand même, moi, énormément amusée. Donc, je vais le mettre dans... Je peux pas le mettre dans très bien, c'est pas possible. Même si je sais que j'attends le tome 2 parce que ça m'a vraiment, vraiment fait marrer. Mais pour vous, je peux pas faire ça. Et c'est ma tier list, je le mets dans très bien, tant pis. Je vais pas assumer. Et du coup, donc, quand j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome mais qu'il fallait que je l'attende pendant très longtemps, j'ai été regarder les autres écrits de l'autrice et je suis tombée sur une de ses séries qui s'appelle Psycho Shifter. Ça c'est pareil, je la conseille absolument pas, c'est horrible, c'est une... Non, je me tais. Ouais, c'est un... Alors c'est du polyamour, très 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 poli. Bref, c'est des harems inversés en fait, c'est le truc de l'autrice et du coup elle aime beaucoup avoir beaucoup de... Je suis désolée, j'ai ricané comme une gamine pendant 10 000 ans là, mais c'est vraiment particulier et je pense vraiment que ça se lit pas en découverte. Ne découvrez pas le genre avec ces titres-là parce que vous allez vraiment passer à côté de plein de trucs. Ça c'est vraiment une niche dans la niche, c'est un trou de souris même, c'est vraiment, il faut... Donc voilà, prenez avec des pincettes Blood of Hercules, moi ça m'a fait beaucoup rire. Si par contre vous avez l'habitude, et si ça vous fait rire aussi les trucs un peu unhinged comme ça, lancez-vous, je pense que vous allez vraiment beaucoup vous marrer. Parce que la plume de l'autrice en plus, elle est pépite. Mais ça ne correspond vraiment pas à tout le monde. D'ailleurs, si vous allez sur les réseaux sociaux, les réseaux de lecture, et que vous allez voir la note, vous allez voir que les gens ils adorent ou ils détestent. C'est très rare d'avoir un entre-deux. Il y en a beaucoup qui disent mais c'est quoi ce truc, c'est impossible que ce soit écrit et publié. Et il y en a d'autres qui sont comme moi, qui explosaient de rire à la lecture à mon avis, qui ont adoré. Donc voilà, je pense que ça c'est le genre de truc vraiment clivant. N'y allez pas sans préparation. c'est tout ce que je vous conseille. Ensuite on a The Foxglove King. Lui je vais le mettre dans moyen parce que j'en garde pas un souvenir particulier. C'est comment... L'idée était sympa, c'est une jeune femme qui en fait a le pouvoir de la mort et dans le royaume dans lequel elle vit, évidemment, le pouvoir est illégal, donc elle passe son temps à se cacher, mais un jour c'est découvert et en fait elle s'attend à être brûlée sur le bûcher et le roi en place lui dit non, 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 on va plutôt se servir de ton pouvoir pour découvrir pourquoi les villages à la frontière de mon royaume tous les habitants meurent en une seule nuit sans aucune explication, on ne sait pas pourquoi, donc tu vas aller enquêter sur place. Et elle va être aidée du coup de l'héritier qui est vu comme un dandy pas sérieux et d'un mec qui fait partie du corps religieux je crois. Bon et voilà, il y a un petit triangle amoureux qui se met en place. C'était pas... J'avais très peur parce que l'intrigue commence, l'héroïne parle 2 fois de la taille de ses seins et j'étais en mode bon, il y a d'autres infos plus pertinentes, mais du coup voilà. Mais en fait ça s'est amélioré par la suite. C'est l'équivalent d'une série Netflix dont vous vous souviendrez pas dans 2 ans, mais voilà, ça se fait. Ensuite on a The Ever King, ça c'était nul. The Ever King, c'est l'histoire de Eric, qui est un prince qui en fait a subi de la torture quand il était petit, et surtout dont le père a été assassiné par le roi d'un royaume voisin. Et à la suite de ça, la frontière entre les 2 royaumes a été fermée par un tour de magie. Et 20 ans plus tard, la fille du roi qui a exilé Eric réussit à casser sans le vouloir la barrière. Et du coup, Eric se dit c'est le moment ou jamais de mettre mon plan de revanche à exécution. Et du coup, il va kidnapper la fille pour la ramener de son côté. Et voilà, donc c'est un truc qui mélange pirate, sirène et fée.
C'est assez original dans l'idée. Dans l'exécution, c'est bof, c'est carrément bof, on n'y croit pas. L'héroïne, elle passe son temps à dire « Ah là là, il va me faire du mal », alors que le mec, il lui offre une couverture, enfin bref, il est tout sauf le mec sanguinaire qu'elle essaye de nous faire croire, et ça m'énerve parce que comme il n'y a rien en fait qui nous montre qu'il pourrait être comme ça, on sait qu'il n'y a pas de menace, du coup on la croit pas elle, et en fait elle devient insupportable. Elle tourne, enfin voilà, elle tourne sa veste très rapidement aussi. C'est pas super intéressant. J'avais vu le rebondissement arriver à 3 km aussi. Voilà. Il y a une suite, mais je la lirai pas. On change complètement de registre avec Assistant to the Villain de je sais plus qui, je vois pas le titre d'ici, enfin la personne d'ici, donc vous verrez ça en grand. Ça, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça nul, mais je pense que ça pourrait plaire à beaucoup. C'est plutôt... C'est de la comédie. C'est de la romantaisie avec de la comédie. Il paraît que c'est inspiré de The Office. J'ai absolument pas vu l'inspiration. À part le fait que ça se passe dans un bureau. Mais sinon, il y a... J'ai pas du tout retrouvé ce que j'aimais dans The Office, dans The Assistant to the Villain. C'est une jeune femme qui a du mal à joindre les deux bouts pour nourrir sa famille. En fait, un jour, elle voit une annonce d'emploi pour le vilain du village. Et du coup, elle décide de postuler, et c'est elle qui est retenue. Et au fur et à mesure du temps, elle se rend compte qu'il y a des gens qui essayent de saboter le vilain. Et du coup, elle veut absolument pas perdre son boulot, donc elle va se mettre dans l'enquête. Et c'est pas mon truc. Moi, les trucs un peu humoristiques comme ça marche jamais. Je vais me faire huer, mais genre Terry Pratchett, j'arrive pas à le lire parce que j'aime pas ça. C'est très difficile de me faire rire à la lecture, et ça, voilà, ça marche pas pour moi, c'est trop forcé. Y a une suite, il y a je sais pas combien de tomes qui se déclinent tous avec exactement la même couverture, mais d'une couleur différente, et c'est Accomplice to the Villain, ou je ne sais quoi, Apprentice, ou bref, plein de statuts différents. C'était pas franchement ouf. Et j'ai trouvé en plus qu'il y avait un gros manque dans les corrections éditoriales. Genre, il y a un personnage assez important qui s'appelle Arthur, et à un moment donné, il devient Arnold. Why? Et moi, je pensais même que c'était une autre personne, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est Arthur Arnold, et à un moment donné, on n'en parle plus. Pourquoi? Pourquoi? Du coup, voilà, donc ça, c'était pas... Si vous aimez bien les aspects un peu comédie, ça peut peut-être vous plaire plus que le reste, mais moi, ça l'a pas fait. Ensuite, on a The Jasmine Throne, donc ça, c'est lesbien, et c'est très bien. C'est l'histoire d'une princesse qui est qui est enfermée par son dictateur de frère. C'est dans un monde inspiré de l'Inde. Elle est enfermée dans une citadelle, enfin non, dans un temple. Et en fait, on a une des servantes qui est là pour s'occuper d'elle, qui a un pouvoir qui vient d'une lignée avec des pouvoirs et qui est persécutée, et du coup il faut pas qu'elle montre son pouvoir, sauf que manque de peau, la princesse finit par voir qu'elle a un pouvoir, et en fait elles vont s'allier, et l'idée c'est d'aller renverser le dictateur de frère. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je l'ai conseillé à beaucoup de monde a tellement aimé qu'ils ont tous lu la suite, sauf moi, j'ai pas lu la suite, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant je mets en pause, mais c'est vraiment très chouette, c'est une très bonne... c'est bien écrit, c'est adulte, c'est voilà, il y a pas de c'est pas gênant quoi que ce soit, non, c'est plutôt chouette, moi j'ai bien aimé, il y a des bonnes réflexions, l'univers est vraiment très sympa aussi, donc ça vaut le coup de se lancer. Et enfin, on a The Night and the Moth, que j'ai lu il y a pas longtemps, qui a été un coup de cœur. Et c'est écrit par Rachel Gillig, qui avait écrit aussi des comment... Attendez, je vais zoomer un peu maintenant qu'on peut voir tout en même temps. Est-ce que ça a marché? Moyen, hein. Bon, allez, on va rester comme ça. Et du coup, donc, The Night and the Moth, on suit l'histoire de Sibylle, qui fait partie de 6 nonnes, qui sont en fait des nonnes qui font de la divination. Et c'est dans un univers qui est très 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 petit. C'est un royaume qui compte 5 villes. Donc autant vous dire, voilà, il n'y a pas grand chose. C'est
C'est vrai que l'univers aurait mérité d'être un peu plus vaste, parce que là, on n'y croit pas trop, mais bon, ça fait partie du truc, on prend. Et Rachel Gillick, c'est celle qui a écrit du coup One Dark Window et Two Twisted Crowns, pardon. Et du coup, dans The Night and the Moth, on suit Sibyl, qui est une jeune femme musclée. Genre vraiment musclée, genre vraiment grande et carrée, plus que le héros masculin. Du coup, ça, déjà, rien que pour ça, merci. Parce qu'on en a tellement marre des clichés d'héroïnes qui sont toutes petites avec des héros qui sont énormes. Et, enfin, grands en tout cas. La différence de taille à chaque fois, enfin, on a l'impression de lire une fourmi face à un séquoia, c'est insupportable. Et là, en fait, non. Là, c'est une femme qui... voilà, qui a des muscles, qui a de la force, qui vraiment est musclée, qui est aimée pour ça, et qu'est-ce que ça fait du bien de lire ça, donc ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et moi, j'ai explosé de rire, ça m'a vraiment quasiment fait faire une nuit blanche, ce roman. J'avais un entretien le lendemain, et je vous jure qu'il a fallu que je m'assomme pour lâcher ce bouquin. J'ai vraiment apprécié, c'était vraiment très chouette. Et du coup, je suis partie dans tous les sens, donc on va recommencer. On est dans un monde qui est régi par une église qui est comment... qui a... Tous les 10 ans, elle élit 6 nouvelles nonnes divinatrices. Et en fait, ces jeunes femmes sont à la merci de... Enfin, sont là pour donner des prévisions sur l'avenir des gens, et du coup ils viennent leur donner faire un don, et elles en retour elles leur prévoient leur avenir. Et du coup ces 6 jeunes femmes vivent cloîtrées dans l'enceinte de la cathédrale. Elles sont encadrées par des gargouilles en pierre animées, donc ça c'est plutôt cool comme détail. Et un jour le nouveau roi du royaume vient se faire prédire son avenir, et en fait la prédiction se passe mal. Et après cette prédiction qui se passe mal, l'héroïne essaye de secouer un peu les chaînes qui la retiennent prisonnière de cette cathédrale. Et du coup, après cette petite rébellion, ces 5 sœurs, qu'elle appelle sœurs, disparaissent une par une. Et en fait, c'est trop dur pour elle, elle veut savoir ce qui s'est passé, du coup elle décide de mener l'enquête par elle-même, et donc elle va quitter la cathédrale, et elle va être accompagnée, elle va rejoindre en fait le roi et ses chevaliers dans son enquête. Je sais pas quoi vous dire, j'ai tout adoré. J'ai l'ambiance, l'univers est peut-être un peu petit, mais j'ai explosé de rire littéralement à certains passages. Les personnages secondaires sont vraiment bien travaillés. Les rebondissements sont faits au bon moment. Les relations se construisent comme il faut. Elles ont fait palpiter mon petit cœur. C'était vraiment très très chouette comment c'était fait. C'était un vrai slow burn pour le coup. L'héroïne est musclée, elle a des muscles, elle est grande, elle est carrée, elle est même plus puissante que le héros masculin qui a d'autres atouts. C'est beau, il y a du consentement, il y a un petit peu du handicap émotionnel aussi, mais voilà, ils sont... J'ai l'impression d'être une gamine quand je vous en parle. C'était vraiment un de mes coups de cœur, et je suis contente de finir ma vidéo là-dessus. Je l'ai pas prévu, mais je suis contente de finir ma vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un des titres que je conseille sans aucune réserve en fait. Et pour le coup, ça me fait rire parce que c'est le premier tome d'une duologie, et ça non plus je m'y attendais pas, j'ai cru jusqu'à la fin qu'on aurait un one-shot. Et non, c'est le premier tome d'une duologie qui ne sortira pas avant je ne sais pas quand. Et celui-là pour le coup, j'attends vraiment la suite avec impatience. C'était vraiment très chouette, et du coup j'espère que Rachel Gillick continuera à... évoluer en tant qu'autrice, parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle peut nous donner. Si elle continue sur cette lignée-là, franchement, je pense que ça va être de mieux en mieux. Hein. Donc ça, c'était vraiment un de mes coups de cœur.
Voilà, les deux parties de cette vidéo sont terminées, donc on est sur une tier list assez complète. Ça a été assez long à faire, ça m'a pas mal amusé, mais ça a été assez long. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez des choses que vous avez envie de partager avec moi, s'il y a des titres avec lesquels on tombe en accord, avec d'autres avec lesquels on tombe en désaccord, ou si vous avez des recommandations peut-être. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo si vous l'avez pas encore vue, et puis nous on se dit à bientôt, à la fin du mois, pour la rétrospective sur mes lectures du mois d'août. En attendant, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Salut!